Messieurs les membres du directoire de l'ENS, Mesdames et Messieurs les enseignants de l'ENS, camarades syndiqués et sympathisants du SNEC-ENS, Monsieur le vice-président du Bureau national de l'AFRAP, Monsieur le représentant de l'AFRAP-ENS, Monsieur le président de la mutuelle des étudiants de l'ENS, bonjour. Nous sommes réunis ce jour en cette salle dite des actes de l'ENS pour exprimer notre inquiétude quant à la confuse situation administrative de notre institution. Avant de dérouler notre propos, il convient de rappeler la situation juridique de l'ENS de sa création à ce jour. Pour ce faire, nous nous référons en premier à l'ordonnance numéro 59/71 du 4 octobre 1971 portant création et organisation de l'école normale supérieure qui fait de cette institution un établissement public d'enseignement supérieur. À cette ordonnance, qui fait office d'acte de naissance de l'ENS, s'est ajouté le décret 0651-PR-MEN-SGSCF-MESRS du 18 juin 1995, fixant les principes de fonctionnement de l'école normale supérieure et de ses cycles de formation et de perfectionnement, dont l'article 2 évoque non seulement l'autonomie de gestion financière de l'ENS, mais aussi une co-tutelle conjointe des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Pour clarifier les missions et obligations des parties dans cette co-tutelle conjointe, l'article 6 indique clairement que la présidence du conseil d'administration échoit au ministère de l'Éducation nationale et la vice-présidence au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour leur part, les articles 2, 3 et 4 du même décret spécifient clairement les missions et obligations des parties. À l'épreuve des faits, et depuis de nombreuses années, nous constatons, pour le déplorer, que les parties ne s'impliquent pas à part égale dans le fonctionnement de l'ENS. Mieux, les charges administratives et financières de l'ENS ne sont supportées que par le seul ministère de l'Enseignement supérieur qui, au demeurant, n'assure que la vice-présidence du conseil d'administration. À l'envers, la présidence du conseil d'administration, c'est-à-dire l'éducation nationale, ne semble briller que par la prise d'injonctions et autres instructions, sans pour autant prendre les responsabilités que les dites injonctions impliquent. Nous en voulons pour preuve l'instruction faite au mois d'octobre à l'école normale supérieure de former en alternance les stagiaires admis au dernier concours interne de l'ENS, sans prendre en compte la charge supplémentaire de travail et le coût financier que cela implique. Ce surplus vient s'ajouter au coût déjà suffisamment élevé des vacations que les collègues attendent d'ailleurs en ce moment avec impatience. Qui payera l'addition? C'est également le cas de la note convoquant le conseil d'administration de ce mardi 5 novembre, qui en réalité est une instruction faite à l'ENS, y compris sur l'ordre du jour. En contre-grief fait à l'éducation nationale pour la non-prise en compte de ses responsabilités dans le principe conjoint de la co-tutelle de l'ENS figure en bonne place, sans toutes les citer. L'éclatement à l'infini des cycles de formation de ces personnels avec les intitulés aussi différents et variés comme CAPC, CAPES, IP, CP, COP et j'en passe, qui cohabitent avec les cycles licence et master au sein d'un seul et même établissement ayant pourtant adopté le système LMD. Le gouffre financier généré par cet éclatement n'est supporté que par l'enseignement supérieur, guide de l'éducation nationale. Les vacations des inspecteurs et autres conseillers pédagogiques provenant de l'éducation nationale qui interviennent à l'ENS sont financées par l'enseignement supérieur, guide de l'éducation nationale. Les stages, qui par excellence sont une activité qui implique les personnels des deux ministères, ne sont
là encore financièrement supportés que par l'enseignement supérieur. Faut-il rappeler ici que le personnel de l'éducation nationale conditionne l'acceptation des stagiaires de l'ENS par le paiement de la précédente activité, KID de l'éducation nationale. Outre les griefs sus-évoqués, nous sommes également au regret de constater que depuis l'acte salvateur du 30 août 2023 dans notre pays, de nombreux responsables d'établissements publics d'enseignement supérieur et institutions de recherche ont été nommés. Pendant que les équipes directoires sont déjà complétées partout ailleurs, l'ENS et l'ENSET, qui sont placés sous le principe d'une co-tutelle conjointe, éducation nationale et enseignement supérieur, restent les seuls établissements où, jusqu'à ce jour, seuls les directeurs généraux ont été désignés. La situation est encore pire à l'ENS, où l'établissement fonctionne depuis lors sans secrétaire général, obligeant le directeur général à faire à son corps défendant dans un rafistolage administratif en cumulant la fonction de directeur général et celle de secrétaire général. Ce blocage administratif n'est-il pas lié, une fois de plus, aux injonctions de l'éducation nationale? C'est le lieu de rappeler que, bien que l'Université des sciences de la santé forme des agents au service du ministère de la Santé, elle est placée sous la tutelle unique de l'enseignement supérieur. Tel est aussi le cas de l'École nationale d'administration, qui emploie pourtant les enseignants du supérieur et dont les charges sont entièrement supportées par sa tutelle unique, qu'est la fonction publique. En outre, en 7 ans de restauration de nos valeurs et de nos institutions, et au regard de tout ce qui précède, le directoire du SNEC-ENS, ainsi au nom de tous ses adhérents et sympathisants, en associant également les responsables de la FAP-ENS, questionne à voix haute et à juste titre la pertinence d'une telle tutelle conjointe dans laquelle seule l'une des parties assume clairement ses responsabilités et qui, au lieu d'avantager l'école normale supérieure, la paralyse au contraire. En d'autres termes, l'éducation nationale est-elle en droit de continuer à revendiquer la présidence du conseil d'administration d'un établissement pour lequel elle n'assume aucune responsabilité financière? Lorsque nous devons faire cours de lundi à samedi, de 7h30 à 20h, comme c'est le cas en ce moment, qui s'occupe de notre sécurité en raison de l'insécurité galopante dans l'ENS et ses alentours? Quelle valeur ajoutée apporte l'éducation nationale dans le fonctionnement et la gestion de l'ENS? Est-il logique que la présidence d'un conseil d'administration puisse exclusivement reposer sur les instructions et les injonctions? Doit-on continuer à subir une co-tutelle dont le seul enjeu est de créer des problèmes dont la charge financière incombe uniquement à l'enseignement supérieur? En bref, jusqu'à quand va-t-on encore subir cette parentalité toxique imposée aux agents de l'enseignement supérieur que nous sommes? Fait à Libreville le 2 novembre 2024. Professeur Hilaire Nzanyangol, maître de conférence CAMES, président du SNEC-ENS, je vous remercie.